Une fois n'est pas coutume, on va parler de politique française. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dimanche dernier? Pourquoi est-ce que le RN a la gueule de bois? Jordan Bardella était sûr qu'il déménagerait à Matignon. L'électorat du RN était super enthousiaste, convaincu que le scrutin leur serait favorable. Mais, dimanche soir, le parti de Marine Le Pen s'est cassé les dents sur le barrage républicain. Les sondages se sont plantés, les analystes politiques aussi. Et surtout, contre toute attente, les Français ont évité l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Cette élection a rassuré tout le monde. Enfin, sauf les électeurs du RN. Celui qui a le mieux résumé la situation, c'est Donald Tusk, le Premier ministre polonais. À Paris, l'enthousiasme. À Moscou, la déception. Le soulagement à Kiev. De quoi être heureux à Varsovie. C'est court, concis et clair. Bruxelles peut souffler. Le soutien de la coalition occidentale à l'Ukraine peut continuer. Un véritable soulagement. Le RN est un parti pro-russe et son accession au pouvoir aurait été dramatique pour l'avenir des démocraties européennes et pour l'Ukraine. Mais du coup, on fait quoi maintenant? Est-ce que le RN est définitivement écarté du pouvoir? Marine Le Pen va-t-elle prendre sa retraite? Pour gouverner la France? On t'explique ça tout de suite. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux nous envoyer un DM sur Insta ou mieux encore, écrire un commentaire. Allez, on démarre. Le résultat des élections européennes en France a consterné nos partenaires européens, mais aussi une bonne partie de l'électorat. Face à la victoire éclatante de l'extrême droite, le président de la République française avait décidé de convoquer des élections législatives anticipées. La montée des nationalistes, des démagogues est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. C'est pourquoi j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Un pari risqué. S'il perdait, il serait un président fantôme pour les 3 années restantes de son mandat, forcé de subir une cohabitation. Beaucoup ont reproché au président d'avoir fait le jeu de l'extrême droite et de lui avoir ouvert un boulevard pour prendre le pouvoir. Mais face au péril, les Français se sont mobilisés. Jamais le taux de participation n'avait été aussi élevé depuis 1997. À présent, le parti du Rassemblement national est battu. Alors d'accord, ses partisans répondront qu'ils n'ont jamais eu autant de députés. Et ils ont raison. Mais c'est un autre sujet sur lequel on reviendra plus tard. On va regarder les résultats dans le détail. Le nouveau Front populaire de gauche, une coalition hétéroclite de partis de gauche, la formation Ensemble, c'est-à-dire le centre réuni autour de Macron, les Républicains qui n'ont pas suivi Ciotti mais qui refusent de s'allier à la Macronie, et le RN du clan Le Pen, auquel s'est rallié le président des Républicains, Éric Ciotti. À eux seuls, ces 4 blocs détiennent 93% des sièges. Le reste, ce sont des candidats indépendants ou issus d'autres formations politiques, plus petites, principalement du centre droit. Ces blocs se sont formés pour maximiser leurs chances de gagner les élections dans chacune des 577 circonscriptions. Rien qu'à Paris, il y a 18 circonscriptions. En même temps, c'est normal vu qu'il y a plus d'habitants. Du coup, dans certaines circonscriptions, le NFP a présenté soit des candidats de la France Insoumise, soit des candidats d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste ou du Parti Communiste. Du coup, quand on regarde la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, il y a plein de partis. Par exemple, à gauche, le NFP est en réalité constitué de la France Insoumise, du Parti Europe Écologie Les Verts, du PS et du PCF. Le NPA, lui, n'a pas réussi à se qualifier, Philippe Poutou ayant été battu au 2e tour par le candidat RN. Quant au parti Lutte ouvrière, il a tout bonnement refusé d'intégrer cette formation. Bref, l'Assemblée nationale est beaucoup plus fragmentée quand on l'analyse à travers ce prisme. Rien à voir avec les 4 grands blocs de coalition. Or, pour imposer un gouvernement au président, il faut une majorité absolue qu'on obtient à partir de 289 députés. C'est le nombre minimum pour faire passer des motions de censure et pour contraindre le président à choisir un premier ministre issu de la coalition majoritaire. Celui-ci sera ensuite chargé de proposer un gouvernement, mais dans les faits, le président n'aura pas le pouvoir de s'y opposer. Sauf qu'en l'occurrence, aucune des 4 grandes formations ne dispose de la majorité absolue. Donc même si l'ex-majorité présidentielle n'est plus la principale force politique, Emmanuel Macron n'est pas tenu de choisir un nouveau Premier ministre issu de l'opposition. Gabriel Attal a beau avoir présenté sa démission, le président l'a provisoirement refusé pour assurer la continuité du gouvernement. Pas question de se mettre en difficulté dans une période aussi sensible que celle des Jeux Olympiques, alors que le risque d'attentat est à son paroxysme. Si la démission du Premier ministre avait été acceptée, le gouvernement démissionnaire aurait dû se contenter d'expédier les affaires courantes. Et il aurait été
urgent d'en former un nouveau. Maintenant, il n'y a plus d'urgence. Après, Macron va quand même devoir former une coalition s'il veut rester libre de ses mouvements, ce qui suppose qu'il devra faire des compromis. Il sera forcé de choisir un Premier ministre consensuel pour apaiser toutes les formations politiques. Or, concilier le NFP et le RN, c'est pas franchement évident. En revanche, Emmanuel Macron en ressort quand même affaibli. Sa formation politique a perdu 82 sièges. Qu'importe, il reste pour l'instant aux commandes. Pas de cohabitation en perspective, comme ça avait été le cas il y a quelques décennies. Alors Mélenchon peut faire des pieds et des mains pour imposer un Premier ministre issu de sa coalition, il est peu probable que ceci se produise. Déjà parce que LFI ne compte que 77 députés sur les 185 du NFP. Donc, même si c'est le premier parti de la coalition de gauche, sa position n'est pas non plus dominante. Donc la retraite à 60 ans, la sortie de l'OTAN et le SMIC à 1600 balles, c'est pas pour demain. Voilà, Macron va devoir négocier pour mettre en pratique son agenda politique. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Dur à dire. Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils ne formeraient pas de coalition avec le parti du président. Soit. De toute façon, ça n'aurait pas suffi. Si l'on additionne les quelques députés indépendants et de centre droit, ils comptabilisent 227 sièges. Après, ça reste toujours plus que les formations politiques du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Or, virtuellement, il n'y a aucune chance que les deux partis se mettent d'accord pour bloquer le gouvernement. Bref, si Macron veut sa majorité absolue, il a besoin du roulement de tambour. Parti socialiste. On y retourne. Le PS compte 62 députés. Donc, si on les additionne au centre et à la droite, ça fait un total de 289 sièges, pile la majorité absolue. Évidemment, ça va pas se faire tout seul. C'est d'ailleurs même pas sûr que Macron y parvienne. En tout cas, pas encore. Donc, l'hypothèse d'un arc républicain PS, centre et droite n'est pas du tout convaincante. Mais dans tous les cas, la situation est moins grave que ce que beaucoup d'entre nous craignons. Surtout que si le NFP a l'air solide sur ses appuis, avec son très bon score électoral, les intrigues en interne pour savoir qui dirigera la formation politique risquent de la faire imploser. Tout comme la NUPES qui, elle aussi, s'était désintégrée. Le premier signe de cette fragilité, aucun des partis n'a célébré ensemble les résultats du second tour. Et même que Mélenchon s'est précipité pour faire un discours, tout comme il avait fait à l'issue du premier tour. Ça en dit déjà long sur le manque de cohésion de ce bloc. Mais bon, pour l'heure, faisant semblant de croire que le NFP a un avenir. Nous ne nous prêterons pas à une coalition des contraires qui trahirait le vote des Français. Il n'y a qu'une seule boussole, celle du programme du Nouveau Front Populaire. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. D'ailleurs, Olivier Faure, le secrétaire général du PS, vient d'annoncer qu'il était candidat au poste de Premier ministre. Mais en aucun cas, il n'a évoqué la sortie du NFP pour se rallier au centre. Ceci dit, Olivier Faure avait aussi déclaré qu'il ne soutiendrait pas la candidature de Mélenchon ou de toute autre personnalité de la France insoumise au poste de Premier ministre. Ce qui veut dire que les forces de gauche, que l'on considère comme faisant toujours partie de l'arc républicain, ont un levier de négociation important, à commencer par le Parti Socialiste. Ils pourront exiger l'abrogation de la réforme des retraites, une réorientation de la politique économique de la France, une revalorisation du SMIC, un remaniement ministériel et même un nouveau Premier ministre socialiste, en admettant que les potentiels alliés républicains d'Emmanuel Macron, ils acceptent. C'est d'ailleurs la stratégie sur laquelle Macron pourrait miser, celle de former une coalition républicaine pour affronter à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. Après, il y a encore le temps, et les négociations peuvent capoter à tout moment. Mais ne perdons pas espoir. Surtout qu'en vrai, ça fait déjà 2 ans que le président exerce le pouvoir alors qu'il ne dispose que d'une majorité relative. Et dans 1 an, il pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale s'il l'estime nécessaire, sans que l'on puisse dire si une nouvelle assemblée serait plus gouvernable que l'actuelle ou que la précédente. Donc, il est probable que les députés nouvellement élus aient intérêt à trouver un compromis s'ils veulent pas refaire campagne dans 1 an. Voilà. Mais du coup, il lui arrivait quoi au RN ? Le barrage républicain tient encore. Déjà, faut pas crier victoire trop vite. Le score du Rassemblement National est loin d'être mauvais. Avant les européennes, le RN avait 88 députés dans la chambre basse. Aujourd'hui, le parti en compte 100
43. Alors d'accord, les partisans du RN tablaient sur une majorité absolue. Mais vu la tendance, d'ici quelques années, il pourrait bien y arriver. Sauf que la représentation parlementaire ne suffit pas à elle seule à peindre un tableau réaliste de la société française. Dans la pratique, ce sont 10 millions de Français qui ont voté pour le parti de Le Pen et de Bardella. Si l'on ne tient pas compte des abstentionnistes, plus d'une voix sur 3 est allée au RN. Le truc, c'est que les autres 60% ne peuvent pas blairer ce parti. Macron et le NFP le savaient, d'où le barrage républicain qui s'est mis en place. Dans pratiquement toutes les circonscriptions où un candidat RN est arrivé en tête au premier tour, le troisième candidat s'est retiré au profit du second. Le report de voix était la seule manière de battre l'extrême droite. Voilà pourquoi Marine Le Pen et Bardella auront autant de mal à s'imposer. Surtout que certaines de leurs mesures choc étaient franchement insupportables pour beaucoup de Français. L'une de leurs propositions, c'était d'interdire à tous les citoyens ayant une double nationalité d'accéder à la haute fonction publique. N'empêche que les années passent et la stratégie de dédiabolisation porte ses fruits. La marée monte. Elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter et par conséquent, notre victoire n'est que différée. Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qui pousse tant de Français à voter pour le parti de Le Pen ? On pourrait en parler des heures, mais pour résumer, c'est la hausse des prix de l'énergie, le matraquage médiatique permanent sur l'insécurité liée à l'immigration, le rejet du système politique actuel, la baisse du pouvoir d'achat, etc., etc. Mais le principal argument de campagne du RN, pour pas dire le seul, c'est la crise identitaire. Je suis très fière de porter le drapeau de la France aujourd'hui. La majorité des Français souhaitent que nous, les musulmans, restions en France. Sabri, livreur de colis de 23 ans, d'origine maghrébine. Ça ne sert à rien de nier l'évidence. La société française traverse une crise identitaire. Il y a effectivement un problème d'intégration, mais aussi un choc culturel et de valeurs, une remise en question des principes de laïcité et de la République, une marginalisation des personnes issues de l'immigration. Bref, le risque que ça pète n'est pas du tout imaginé. Les émeutes suite à la mort de Naël tué par un policier ont profondément marqué les Français. D'ailleurs, dans les banlieues, on estime qu'environ 50% des mineurs issus de l'immigration vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ces territoires, le chômage est presque 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Les discriminations faciès sont une réalité que l'on doit intégrer à notre logiciel de pensée. Un étranger sur 5 vivant en France aurait été victime de ces discriminations à cause de son origine, de sa prétendue race ou de sa religion. C'est l'un des taux les plus élevés au sein des pays de l'OCDE. Donc, quand des rigolos d'extrême droite parlent de francocide, on peut ouvertement leur rire au nez. Il y a des crimes de haine raciale, certes, mais avant la guerre civile, il y a encore une issue, celle de la coexistence. Et cet effort, il doit venir des deux côtés. Oui, il y a une véritable crise identitaire. On est les premiers à le reconnaître chez Diplo. Mais pour citer l'écrivain Jean Cocteau, peut-être que l'on devrait apprendre à s'envisager plutôt qu'à se dévisager. Donc, plutôt que d'analyser la situation en France à travers le prisme identitaire, il faudrait jeter un œil à la question des inégalités socio-économiques. La vie est dure pour une majorité de Français, mais on ne devrait pas cracher pour autant sur les vertus de notre système. On est vraiment privilégié par rapport à d'autres espaces géographiques. La santé est gratuite, l'école est gratuite, et on a parfois le sentiment que ce n'est jamais assez. Emmanuel Macron. On est certain qu'à mesure que les inégalités s'accentueront, le vote RN va se décomplexer. Or, le Rassemblement national et la France insoumise constituent une réelle menace pour notre démocratie. Et pourtant, les élus du RN se projettent déjà au pouvoir. Les choses vont se dégrader. Les Français vont comprendre qu'il faut une vraie alternance. La France sera dans un bourbier total. Les gens voudront en sortir. Vous croyez que le problème de l'immigration, de l'insécurité, de la dette, du pouvoir d'achat sera résolu dans un pays sans majorité réelle ? Philippe Ollivier, conseiller spécial de Marine Le Pen. La situation est inquiétante, l'avenir est incertain. On assiste à une bordélisation, pas uniquement de la société, mais aussi de la classe politique. Suffit de voir comment a évolué la composition de l'Assemblée nationale. Les excès du trumpisme et du bolsonarisme sont au tournant, et ils ne vont pas nous louper. Et puis, Emmanuel Macron est lessivé. Après 7 longues années de l'exercice du pouvoir, il a dû faire face aux gilets jaunes, aux manifs contre la réforme des retraites, au Covid, à la guerre russo-ukrainienne, aux émeutes des banlieues, à l'importation du conflit israélo-palestinien, et j'en passe. Il a beau avoir géré plusieurs crises successives, parfois en même temps, sa popularité est sérieusement remise en question. En juin, avant les élections européennes puis législatives, seuls 27% des Français le trouvaient bon dans son rôle de président. D'ailleurs, durant la campagne des législatives, de très nombreux candidats de sa coalition ont décidé de ne même pas l'afficher sur leur pancarte pour ne pas éveiller la colère de leur électorat. Ensuite,
la performance du nouveau Front populaire et sa volonté de faire appliquer un programme économique irréaliste fait peur au milieu des affaires. On craint des retombées économiques très sévères pour celle qui est actuellement la deuxième économie de la zone européenne. Finalement, il est possible qu'Emmanuel Macron échoue à former un gouvernement. Il devra se rabattre sur la politique étrangère, un domaine régalien que le président affectionne tout particulièrement. Mais, vu le chaos électoral et la remise en question de son leadership au niveau national, son aura internationale en sera tout autant ternie. Voilà. On a essayé de la faire court. On t'épargne les épisodes ubuesques comme celui de la rébellion d'une partie des Républicains, mais on a tous en tête les images d'Éric Ciotti, le président des LR, qui s'enferme dans ses bureaux parisiens. C'est-à-dire presque. Il y a aussi les refus systématiques des candidats RN de participer au débat de l'entre-deux-tours, ou alors leur performance plus que questionnable sur les plateaux télé, y compris celle du président du parti. J'ai comme ophtalmo un juif. Et j'ai comme dentiste un musulman. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser ? Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Ou alors il y a aussi les dérapages racistes, misogynes et homophobes de certains candidats RN ou ceux de la France Insoumise qui ont fait preuve d'un antisémitisme comme on n'en avait pas vu depuis les années 40. Voilà, c'est tout de notre côté. À ton avis, c'est quoi la suite? On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Active aussi la petite cloche des notifs pour être prévenu en temps réel dès l'apparition des prochaines vidéos. Si t'as envie de taper la discute, tu peux nous écrire sur Insta ou mieux encore, écrire un commentaire. Et si tu veux participer au financement de cette chaîne, tu peux aussi te rendre sur la plateforme de financement participatif Tipeee dont on te laisse le lien dans la description. Allez, à très vite pour plus d'actu. Ciao!